Merci, honorable président, pour la parole. En 3 minutes, difficile de se prononcer sur un sujet aussi important, mais on va essayer de dire quelque chose. Beaucoup a été dit. Je voudrais juste ici insister sur un fait. C'est que nous ne regardons pas d'où nous venons et les raisons de la débâcle de notre armée. Et à chaque fois, j'ai le sentiment qu'on refait la même chose qui entretient en fait l'échec, l'incapacité de nos forces à pouvoir répondre à leur mission constitutionnelle. Et c'est comme si nous regardions l'histoire juste pour copier l'art de reconstituer les catastrophes du passé. On a commencé d'abord par faire une armée en disant on voulait intégrer. Ensuite, on l'a mixé. Après, on a brassé. Et maintenant, on va faire du panachage. Je crois que cette loi est une loi de capitulation parce que le gouvernement affirme clairement que malgré les moyens qui lui sont consentis et ce qui lui est concédé par la Constitution, il est incapable d'organiser nos forces armées. Et plutôt que de porter l'effort sur la réforme d'une armée dans le cadre d'une cohérence d'action menée à travers le temps, malgré que cela est difficile, je crois que cette réforme va introduire une confusion de plus. Une confusion de plus parce qu'il s'agit, contrairement à ce que j'ai beaucoup entendu, d'une violation de la Constitution. La matière qui concerne l'armée, j'opine, est une matière qui est de nature organique. La loi, la Constitution dit qu'en matière de la défense nationale, l'organisation de nos forces armées relève d'une loi organique, c'est l'article 91. Alors se fonder sur une myriade de dispositions pour justifier ceci n'est pas fondé d'autant plus que la loi, le projet qui est présenté, dit ici qu'on institue au sein des forces armées un corps de réservistes. Ça voudrait dire qu'on touche à une loi organique par le biais d'une loi ordinaire. Mais vous me direz, est-ce que c'est la première fois que l'on viole la Constitution ou qu'on est dans les désordres en matière de législation? Ça ne pose pas problème. Sauf que nous avons affaire ici à un service qui est un service structurant qui aujourd'hui nous interroge sur notre capacité à survivre comme État et comme peuple libre. Et je suis d'ailleurs surpris que le ministre de la Défense, au nom de la continuité du service de l'État, ne soit pas venu pour défendre cette loi et qu'on nous ait renvoyé l'ancien ministre de la Défense. Cela montre peut-être aussi collègue, c'est ça, un désaccord sur ce point. On a expliqué le principe de la collégialité. Je crois qu'il y a un collègue qui était ici. Ouais, mais le gouvernement, en droit constitutionnel, c'est un organe collégial. Il a dit clairement. Je ne m'adressais pas à vous, j'adressais à la plénière, honorable président. Si vous pouvez avoir l'amabilité de me laisser continuer. Oui, mais sauf que vous ne pouvez parler des choses qui ne sont pas vraies. Sur le plan politiquement vrai. 1 minute supplémentaire. Sur le plan technique, quand vous prenez l'article 2, le point 1 à 3 parle de la réserve militaire qui serait de la réserve opérationnelle. Donc ce qui implique que ceux qui doivent être dans la réserve militaire doivent avoir, conformément d'ailleurs à la Constitution aux usages, une formation militaire préalable. Mais ils sont mélangés avec ceux qui s'engagent dans le cadre d'un engagement volontaire pendant la période de conflit et qui sont repris au point 4. Et enfin, je dirais, le gouvernement pouvait nous dire toute la vérité. Si on veut revenir sur la résolution du Parlement qui refuse d'intégrer les groupes armés dans l'armée, que le gouvernement nous dise qu'ils ont levé cette option plutôt que de se cacher derrière ce texte qui n'a sa place que dans la révision de la loi organique organisant nos forces armées. J'ai dit et je vous remercie.